Lui, vous le connaissez tous, c'est George Orwell, l'auteur de La ferme des animaux et 1984. Mais avant d'être ce célèbre écrivain, il a été dans les années 20 policier colonial en Birmanie au sein de l'Indian Imperial Police, dans une Birmanie alors administrée comme une province de l'Inde britannique. Dans son essai Comment j'ai tué un éléphant, il nous raconte un traumatisme qu'il a traversé lorsqu'il a dû, tuer un éléphant. Il nous raconte l'accident du dit éléphant devenu fou au milieu du marché de Moulmein. Orwell est donc appelé pour agir et maîtriser l'animal. Apprenant qu'un homme est mort piétiné par l'éléphant, il s'équipe d'un fusil adapté pour l'abattre. On est armé, chargé, calibré, bâtard. Et une fois sur place, il se rend compte que l'éléphant est calmé et totalement inoffensif. Cependant, lors de son chemin vers l'animal, une foule s'est réunie derrière lui, attendant de lui qu'il abatte le danger. Et devinez quoi ? Malgré sa volonté profonde de laisser vivre l'éléphant, il le tua sous la pression de la foule. Dans cette nouvelle, il nous explique qu'il a tué cet éléphant car il avait peur du ridicule. Oh là 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 là, il est ridicule. Non, il est ridicule. Car il est l'homme blanc scruté par une large foule d'indigènes, et un saïb doit agir en saïb, dit-il. Et donc à quel point est-il possible d'aller contre sa volonté ? Car là, il ne s'agit pas de faire un compromis pour Orwell, il s'agit d'abattre, de sang-froid, un être qu'il souhaitait laisser en vie. Pourquoi cette pression du groupe, dont nous connaissons tous l'existence et les méfaits, agit si efficacement sur nous ? Et quelle société peut illustrer cette pression mieux que la société protestante victorienne ? Dans le roman Ainsi va toute chair de Samuel Butler, écrit de 1873 à 1884, mais paru seulement en 1903 après le décès de son auteur, nous suivons la lignée Pontifex sur 4 générations et sur environ 100 années. Le roman s'ouvre sur John Pontifex, un artisan on ne peut plus simple, un homme respecté pour son travail et sa serviabilité. Son seul fils, George, grandit obsédé par l'ascension sociale et économique. Il fera fortune dans l'édition et introduira le nom Pontifex dans les bonnes sphères de Londres. Aussi, il attendra de ses enfants qu'ils tiennent leur rang et consolident leur famille à leur nouvelle place. Son fils Théobald est forcé, malgré ses doutes, à devenir pasteur, car son père George le menaçait de le déshériter. Rien que ça. Théobald se marie à une femme pour la position de son père dans l'église. Le couple est on ne peut plus pieux et ils auront 3 enfants ensemble. Celui qui nous intéresse dans ce roman, c'est Ernest Pontifex. Un garçon affectueux, en quête d'approbation familiale, mais donc facile à impressionner et à manipuler. Malgré ses efforts, il échoue à satisfaire ses parents et va s'emprisonner toute sa jeunesse dans cette poursuite de la reconnaissance. Dans le roman, nous voyons par la trajectoire de Théobald un destin qui n'a rien de mystérieux. Il suit le chemin auquel son père l'a initié et une fois rentré dans les ordres religieux, il s'y cloisonnera jusqu'à la fin de sa vie. Le plus malheureux, c'est qu'en sachant la douleur que lui a fait vivre la dureté de son père, il reproduira le schéma avec ses enfants à lui. Dans cette société profondément protestante, l'enfant n'a pas le droit à la moindre faute. De simples erreurs sont amplifiées car elles passent pour une preuve de la perdition de son âme. Ah ben c'est bien, Neil, super pour l'appareil photo, génial! Les parents camouflent l'autorité et le contrôle par la vertu et l'amour. Ernest est envoyé à l'école du docteur Skinner. Remarquez qu'il s'agit d'un docteur, pour faire corriger ce que ses parents lui trouvent être de la basse vertu. Là-bas, l'école fera tout son possible pour remodeler Ernest, afin qu'il rentre dans les cases de la bonne société anglicane. Chez le docteur Skinner et plus tard à Cambridge, Ernest va intérioriser toutes les règles et les bonnes mœurs, jusqu'au point où, qui pour beaucoup est un point de non-retour, il sera son propre maton. Il développe en lui la culpabilité et rejette ses propres doutes, ne voulant pas se corrompre par les questions qui se posent jusqu'au point où l'homme qu'il désire être devient son identité complète. C'est toute l'ironie du livre. Ernest referme sur lui-même le piège qu'il essayait d'éviter enfant. Il troque sa liberté contre sa conformité. Il prend les ordres, entre dans la carrière ecclésiastique et cherche à stabiliser sa vie et à mériter enfin une paix morale. Mais une fois sorti du cadre familial, ce vernis de respectabilité se fissure au contact du réel. Ernest est mal armé socialement, naïf et toujours aussi facilement impressionnable. Cette rigidité morale feinte se retourne contre lui. Dans un épisode révélateur, il prend sa voisine pour une prostituée à qui il va faire des avances. L'affaire dégénère jusqu'à une condamnation. Son geste l'envoie en prison et ses parents le désavouent.
Butler nous montre la collision entre un homme fabriqué par la honte contre le monde réel. Et c'est précisément là, dans l'humiliation et la rupture, que la question change de nature. Au lieu de chercher à être pur, Ernest cherche finalement à comprendre qui il est vraiment. Bon, Ernest cherche, mais il ne cherche plus de biais de confirmation. Le rejet de ses parents tourne à la délivrance pour lui, il se plaît à repenser sa vie à sa façon. Il développe ses réflexions, ce qui était dangereux avant, parce que chaque question risquait de devenir une faute, devient pour Ernest un luxe, celui de l'esprit critique et de la remise en question. Alors oui, en effet, il perd le confort de la certitude et de la garantie, mais il y gagne l'usage de sa vie. Il va faire des choix précipités, au final il en faisait même avant, mais il se déleste d'une culpabilité qui n'a jamais été la sienne. Et donc pourquoi Samuel Butler n'a pas voulu publier le livre de son vivant ? Officiellement, il disait être insatisfait par le roman. En réalité, le livre est une satire de son propre milieu familial. Cette pression, il l'a vécue lui-même, au point d'avoir peur des conséquences de la publication de son roman qui la dénonce. Sur son lit de mort, il dira qu'il souhaite une publication sans aucune retouche. Le livre fait quelques 500 pages, et l'évolution d'Ernest est largement plus approfondie, donc je ne peux que vous le conseiller. C'est un super roman pour la remise en question personnelle et pour aiguiser son esprit critique. Personnellement, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Vous, si vous arrivez à mettre la main dessus, n'hésitez surtout pas, car malgré sa qualité incontestable, il n'est plus imprimé en neuf chez aucune édition aujourd'hui. Et donc... Life was good, you know what I mean?